bienvenue à tous ceux qui se seraient inscrits depuis, du moins qui se seraient joints à nous depuis tout à l'heure. Alors, on est au jour 3 du sommet WebGolf 2021. Alors, évidemment, c'est un sommet qui est pour vous. Alors, c'est important dans toute votre participation. C'est pour ça qu'on a conçu le sommet pour répondre à vos questions, particulièrement aujourd'hui quand on parle de règlement de golf. Alors, souvent, on a plein de choses on n'est pas certain. Moi, peut-être comme moi, où je suis moins habituée avec tous les règlements. Il y a peut-être d'entre vous qui sont plus avec, je dirais, un niveau de jeu depuis de beaucoup d'années. Donc, des fois, des choses, on est plus familier, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de changements avec la COVID et il y a toujours des changements quand il s'agit de règlements. Alors, je pense que toutes nos phrases, dans nos questions sur le chat, ça va commencer. On fait quoi? Quand? Quand ça arrive. Alors, on peut compléter la phrase. On fait quoi? Quand? Alors, M. Rivard va être là pour répondre à nos questions. Alors, pour ceux que c'est la première fois, moi, je suis Dominique Dufour, je suis chiropraticienne depuis 40 ans. Je suis l'organisatrice du sommet. Je suis aussi certifiée de l'Institut de performance Titleist. Alors, on en a parlé un peu, les derniers présentateurs en ont parlé, et j'en parlerai plus longuement dimanche en quoi ça consiste et les avantages d'avoir un examen plus poussé pour des exercices plus spécifiques. Alors, les petites règles d'usage, donc Priscilla, qui va être notre maître d'œuvre pour nous dire quand les questions arrivent et pour faire part à M. Livard. Donc, ça, vous pouvez les écrire dans le chat. On préfère que vous gardiez vos micros fermés. Et ça, je dois vous en remercier parce que dans les 2 dernières rencontres, ça donne vraiment un coup de pouce aux présentateurs et pour tout le monde aussi parce qu'on n'entend pas les bruits ambiants, donc c'est moins dérangeant. Et ça, je veux dire, pour le nombre de personnes qu'on était, 100 personnes et plus, c'était vraiment impeccable. Donc, un gros merci en mon nom, au nom du présentateur, puis au nom de tous ceux qui sont à l'écoute. Alors, merci Priscilla encore une fois de faire ce travail quand même d'une attention particulière. Alors, nous y voilà. Donc, je vous présente notre conférencier du jour 3. Et il est reconnu pour son expertise, sa générosité pour répondre évidemment à toutes les questions de tous les golfeurs de tout niveau confondus. Et aussi de sa grande capacité, évidemment, à vulgariser les règlements de golf. C'est pas toujours évident quand on parle de règlement d'être certain que notre auditoire comprend ce qu'il y en est. Et ça, c'est une des grandes qualités de monsieur Rivard. Alors, c'est monsieur Édouard Rivard. Donc, je lis un court passage de votre bio, monsieur Rivard, sinon on va passer l'heure à lire tout le texte que j'aurai devant moi. Donc, depuis quelques années, monsieur Rivard est directeur des règles de golf pour les circuits professionnels de golf au Québec et en Ontario. Circuit Canada Pro Tour, le East Coast Pro Tour et le Great Lakes Tour. Alors, je ne mentionne que ça. M. Rivard, je vous laisse nous mentionner évidemment tout ce que vous avez déjà fait dans le domaine du golf en tant qu'arbitre et directeur des règlements. Alors, à vous la parole. OK. Est-ce que je peux partager l'écran? Tout à fait. Donc, je vais vous donner, pour faire ça, il faut que je vous donne le... Ah, là, j'ai partagé le mien, par contre. Un petit peu. Est-ce que ça va, Priscilla? Je pense que j'ai repartagé le mien, c'est possible, hein? Oui, c'est le vôtre. Il faudrait arrêter le partage puis qu'Édouard le fasse. Alors, faut que j'arrive. On voit le mien? Je crois que oui, c'est un Zoom qu'on voit. Je crois que c'est le donc, je fais un yes. Bon, j'ai fait une... Il faudrait tout simplement, je crois que c'est en haut, arrêter le partage de Dominique de votre côté. C'est que je ne le vois. Je vois celui de M. Rivard par-dessus le mien. M. Rivard, je vais vous faire arrêter votre partage pour que je puisse corriger ce que je viens de faire. Quand j'ai dit partager, j'ai automatiquement partagé sur le mien. Ah, quoi qu'on voit peut-être, on voit le PowerPoint présentement, alors on voit peut-être l'écran de M. Rivard. Est-ce que c'est bien votre écran? Là, ça devrait être... Et là, est-ce que ça va? Oui, on voit bien. On est correct? Bravo. Je m'en excuse. On est reparti. Okay. Fait que là, tout le monde voit seulement une page. Oui, avec les logos. Parfait. C'est ça. Mon nom est Édouard Rivard. Je suis arbitre de golf et formateur. Je travaille sur plusieurs circuits, même aux États-Unis, sur les circuits principaux. Évidemment, à cause de la COVID, je suis en congé. Fait qu'à ce moment-là, je me concentre plus là, sur les formations. Puis juste un instant.
C'est beau. Aussi, vous pouvez prendre en note mon adresse courriel parce qu'à la quantité de personnes qu'il y a ce midi, on ne pourra certainement pas répondre à toutes les questions. Enfin, vous pouvez toujours me rejoindre n'importe quand sur le edouard.rivard@videotron.ca. Évidemment aussi, à toutes les semaines, j'ai une chronique là, sur le site là, de Golf Média Info en ligne de Martial Lapointe. À toutes les semaines, j'ai ma chronique sur les règles de golf. Le lundi en anglais, le jeudi en français. Puis ceux qui sont sur Golf Québec, vous avez aussi la lettre électronique qui est envoyée, je crois, aux 2 semaines. Fait que les liens sont là. Je ne sais pas, Dominique, si tu avais l'intention d'envoyer une copie PDF de la présentation, mais en tout cas, les informations, ils sont là. Mais avec mon adresse courriel, je peux vous donner toute l'information nécessaire si vous voulez. On parle, M. Rivard, du document que vous avez fait parvenir pour envoyer à la suite du sommet. Est-ce qu'on parle de ces 2 PDF-là? Non, c'était la présentation comme telle. En tout cas, je pourrais revenir plus tard si vous avez besoin de reprendre mon adresse courriel en note. OK. Ce que je veux essayer de vous expliquer dans l'heure qui vient et assez rapidement, comme vous savez tous, le 1er janvier 2019, on a changé, on a modernisé les règles de golf. Puis, c'est supposé être beaucoup plus simple pour tout le monde. Puis, je vais essayer de garder ça le plus simple possible. Il y a un premier document qui s'appelle l'édition du joueur. Ça, vous pouvez tous vous le procurer à Golf Canada et même à Golf Québec. C'est les 24 règles de golf ainsi qu'un abrégé des règles. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste des petits détails vraiment en abrégé. Ensuite, il y a le livre de règles de golf qui, lui, comporte la même chose que dans l'édition du joueur, mais avec les règles complètes. Puis pour finir, on a le guide, ça c'est notre Bible aux arbitres, où on a là-dedans, évidemment, tout ce qu'il y a dans les 2 livres précédents. Mais en plus, il y a des interprétations, il y a les procédures du comité, puis il y a des exemples de règles locales. Je vais pouvoir vous l'expliquer rapidement tantôt, qu'est-ce que ça peut comporter. C'est assez ardu à lire là, parce qu'il y a 500 quelques pages. Bon, au départ, selon les nouvelles règles, le livre qui a été fait en 2019 est bon pour 4 ans. Puis, évidemment, il arrive toujours des circonstances en cours de route qui font changer ça, mais si on commence, mettons, par le livre des règles, on a juste un exemple. Dans le livre des règles, ça dit qu'un joueur peut jouer sur le même terrain après sa ronde. Autrement dit, vous avez un tournoi de 2 jours, samedi et dimanche. Vous jouez votre première ronde le samedi, puis avant de jouer votre deuxième ronde le dimanche, vous avez le droit le samedi après-midi de retourner sur le terrain. Ça, c'est une des nouvelles règles qui existent. Évidemment, pour mettre ça moins simple, il y a la possibilité, selon le livre des règles, de déroger de cette règle-là. Si on prend l'exemple à Golf Québec, à Golf Québec, on dit qu'un tournoi de 2 jours, exemple le Duc de Kent qui est sur 2 jours, une fois que tu as joué ta première journée, tu n'as pas le droit de retourner sur le terrain. Donc, c'est permis par les règles d'avoir une règle locale qui dit que tu ne peux pas retourner sur le terrain si tu as terminé ta ronde. Puis l'autre chose qui suit la règle locale, c'est lorsqu'une compétition débute, on a toujours un papier qui s'appelle l'avis au compétiteur. Puis dans l'avis au compétiteur, on peut écrire certaines choses, entre autres. Supposons qu'au championnat du club, vous avez la première ronde le samedi de cette semaine, puis la deuxième ronde dimanche la semaine prochaine. Évidemment, on ne peut pas empêcher les joueurs d'aller sur le terrain. Donc à ce moment-là, dans l'avis au compétiteur, ça pourrait arriver, mettons, à Golf Québec où on a un tournoi, puis pour toutes sortes de raisons, on a joué la première ronde une semaine, puis on joue la deuxième la semaine d'après parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, ou il peut y avoir plusieurs raisons. À ce moment-là, on peut écrire un avis au compétiteur qui défait ce que la règle locale disait. Puis on peut dire, étant donné que la deuxième ronde aura lieu la semaine prochaine, les joueurs peuvent jouer sur le terrain entre les rondes. C'était juste pour vous dire rapidement qu'au départ, il y a des règles de golf. Puis après ça, il y a des documents qui existent pour défaire certaines règles de golf.
Comme je vous ai dit, des fois, pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça compliqué? Mais c'est comme ça que les règles ont été formulées. Puis, juste pour rajouter à ça, lorsque les législateurs ont fait les nouvelles règles de golf le 1er janvier 2019, évidemment, il y a peut-être des petits points qu'ils ont oubliés. À ce moment-là, ils vont publier au moins 2 fois par année des clarifications. Ça, c'est soit quelque chose qui est arrivé sur le PGA Tour. Souvent, là, il arrive des affaires sur le PGA Tour, les joueurs ne sont pas contents, puis il peut se passer des changements dans les règles. Mettons, on prend l'exemple du cadet. Pour ceux qui peuvent se rappeler, lorsque les nouvelles règles ont commencé le 1er janvier 2019, il y a eu quelques joueurs qui ont été pénalisés parce que le cadet s'était tenu en arrière du joueur. La nouvelle règle a dit que si le joueur est en position puis le cadet est en arrière du joueur, le joueur ne peut pas éviter la pénalité même s'il défait tout ça puis il recommence. Ça, c'est la nouvelle règle là, qui dit qu'une fois que tu t'es installé en arrière du joueur puis que le joueur était prêt à jouer, tu ne peux pas annuler ta pénalité. On efface tout, on recommence, le joueur se réinstalle avec le cadet ailleurs. À ce moment-là, le joueur était automatiquement pénalisé. À l'été 2019, suite à plusieurs plaintes de joueurs, ils ont décidé de sortir une clarification qui dit que si jamais ça arrive puis que le joueur défait puis reprend sa position sans le cadet, il ne sera pas pénalisé. Maintenant, la première règle qui est changée, qui est très intéressante, c'est si jamais on déplace notre balle par accident pendant qu'on la cherche. Il n'y aura pas de pénalité. Avant ça, si on cherchait notre balle puis on pilait dessus, on avait notre coup de pénalité. L'autre changement important, il n'y a aucune pénalité si on déplace accidentellement notre balle sur le verre en tout temps. Que la balle soit marquée, pas marquée, tu t'es enfargé, tu y as donné un coup de pied, tu y as donné un coup de bâton, puis plus que ça, vous faites un élan de pratique à côté de la balle, puis par accident, vous touchez la balle, puis que la balle se déplace. Mais sur le verre, c'est le fun, il n'y a plus de pénalité. Évidemment, il faut la replacer. Autre changement important, pour ceux qui peuvent se rappeler au Masters, il y a quelques années, il y a un joueur au trou numéro 15 qui a marqué sa balle, il l'a nettoyé, il l'a replacé, puis là, il est allé jaser avec son cadet, puis le temps qu'il revienne à sa balle, la balle a décidé de partir puis de s'en aller à l'eau. Fait que là, il est obligé de prendre la pénalité pour une balle à l'eau, etc. En tout cas, il n'était pas content. Maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment qu'on l'a marqué et levé, après ça, peu importe ce qui va arriver à la balle, on va toujours la jouer à l'endroit où elle est. Excusez, à l'endroit où elle était. Balle en mouvement, ça aussi, c'est un changement important. C'est si, suite à un coup, la balle nous frappe, il n'y a plus de pénalité. C'est sûr que ça n'enlèvera probablement pas la douleur, mais au moins, vous ne serez pas pénalisé. Alors qu'avant, c'était bien plate. À part du fait que ça nous faisait mal, on était pénalisé. Puis lorsqu'on était dans une partie par trou, ou en ce qu'on appelle en match play, puis qu'on frappait notre adversaire avec notre balle, on était chanceux, on pouvait recommencer. Maintenant, ça n'existe plus. Là, moi, je ne vois pas la chatroom. On peut peut-être répondre à quelques questions s'il y en a. Sinon, je vais continuer. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à en écrire si vous en avez. Parfait. On voit bien, M. Grand, on peut refrapper le joueur. C'est ce que j'ai compris à l'autre règle. Si notre balle frappe notre adversaire, on joue la balle à l'endroit où elle s'est ramassée. D'accord. Avant ça, c'était pire parce qu'on pouvait recommencer le coup. Autre changement important, c'est la manière de laisser tomber la balle. Avant ça, vous voyez dans l'image à droite, on la laissait tomber à la hauteur des épaules. Puis pour ceux qui sont plus âgés, plusieurs années, on la laissait tomber dans notre dos. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi ils faisaient ça, mais en tout cas, avant ça, on la laissait tomber dans le dos. Maintenant, après ça, on la laissait tomber à la hauteur des épaules. Puis maintenant, c'est à la hauteur du genou. Je vous dirais que quelqu'un qui a mal au dos, ce serait peut-être bon pour Dominique, mais quelqu'un qui a mal au dos, cette règle-là n'est pas très intéressante.
Donc, le laisser tomber se fait à la hauteur du genou. Puis, lorsqu'on a il y a un peu partout dans les règles où on dit une longueur de bâton, 2 longueurs de bâton. Avant ça, on pouvait prendre à peu près n'importe quel bâton. Maintenant, on est obligé de prendre le bâton le plus long. Fait que la zone qui est déterminée soit par 1 ou 2 longueurs de bâton, c'est toujours notre bâton le plus long, à l'exception du poteur. On n'a pas le droit d'utiliser le poteur pour mesurer. Lorsqu'on laisse tomber la balle, comme je vous l'ai dit tantôt, à la hauteur des épaules, il se trouve à avoir comme une zone, peu importe les règles, puis je vais parler dans le détail des règles, mais quand on dit une longueur de bâton, vous voyez sur l'image, là, c'est une longueur de bâton à droite, une longueur de bâton à gauche et un demi-cercle, ce qui donne une longueur de bâton. La première image, ça démontre qu'il faut que la balle, lorsqu'elle est laissée tomber, tombe dans la zone et qu'elle demeure dans la zone. La deuxième image, c'est lorsque la balle tombe dans la zone puis qu'elle sort de la zone. Puis la troisième image, c'est lorsque la balle est laissée tomber en dehors de la zone et elle revient dans la zone. Okay, donc, la balle doit demeurer dans la zone pour effectuer le prochain coup. On va prendre cet exemple-là, mettons, c'est si la balle elle était enfouie dans le gazon, c'est l'endroit où c'est rond. Fait que pour une balle enfouie, c'est la procédure. Si jamais la balle, elle est jouée, alors que dans la deuxième image, elle a touché la zone, mais elle est sortie de la zone, puis qu'on aurait joué la balle en dehors de la zone, on aurait 2 coups de pénalité. Et pour toutes sortes de raisons un peu complexes à expliquer, si jamais on a laissé tomber la balle en dehors de la zone, mais qu'elle finit sa course à l'intérieur de la zone, mais la pénalité va être seulement d'un coup. Pour trouver la logique à ça, c'est dans la deuxième image, on a 2 coups simplement parce qu'on a joué la balle du mauvais endroit. Tandis que dans la troisième image, on aurait joué la balle du bon endroit, on n'a juste pas utilisé la bonne procédure. Fait qu'à ce moment-là, on a un coup de pénalité pour ne pas avoir suivi la procédure. Tandis que dans la deuxième image, on a 2 coups de pénalité pour avoir joué du mauvais endroit. Autre changement très intéressant pour ceux qui trouvent que c'est long jouer une ronde de golf, mais maintenant, le temps de recherche est de 3 minutes. Au bout de 3 minutes, la balle, elle est considérée perdue. Je vous le dirais, là, lorsque je suis dans un tournoi et je suis près de l'endroit où les gens cherchent une balle, je vous dis tout de suite, là, 3 minutes, là, ça passe très vite. Mais c'est un très bon changement parce qu'avant ça, c'était 5 minutes. Maintenant, c'est 3 minutes. Puis 3 minutes, là, ça se passe assez rapidement. Édouard, tu as des questions sur le chat. Là. Combien de fois tu peux redropper? Là? On peut les poser tout de suite si vous voulez ou si vous voulez continuer. Oui, il n'y a pas de problème à y répondre tout de suite. Parfait. Alors, on en avait 3, j'attendais un peu, mais on peut y aller tout de suite. La première, combien de fois, en effet, on peut dropper? OK, très bonne question. Mettons, on va prendre l'exemple de la deuxième image. On a laissé tomber une fois, la balle, elle est tombée là, elle est sortie. On relaisse tomber la balle une deuxième fois, puis la balle, elle fait encore exactement la même chose. Elle finit sa course en dehors de la zone. À ce moment-là, on arrête tout, on prend la balle dans nos mains et on la replace à l'endroit où elle a touché le sol. Fait que dans le fond, c'est 2 tentatives. Puis à ce moment-là, on la place à la 3e tentative. C'est beau comme ça? Parfait. Autre question également sur le green. Est-ce que le joueur peut changer de balle pour avoir une balle propre pour putter? OK, on va en parler tantôt. Parfait. Gardez la question là, pour la question de changer de balle. Là, on va en parler tantôt. Parfait, je vais la garder en tête. Puis l'autre petit commentaire qu'on avait, c'était Marcel qui disait plus les règlements se simplifient, plus on va intéresser beaucoup plus de joueurs à jouer au golf, également de nouveaux joueurs. Alors, c'est une remarque intéressante aussi. Oui, c'est effectivement, je vous dirais qu'en général, les règles sont un petit peu plus logiques qu'avant.
Mais il va toujours y avoir des complications parce qu'on joue dans la nature. On joue dans la nature, on joue dans la pluie, on joue dans le vent, on joue sur des terrains totalement différents. Ce n'est pas comme les règlements au quilles où c'est à peu près toutes les mêmes longueurs, même largeur d'aller, les mêmes sortes de boules. Il n'y a pas de vent, il y a juste la climatisation qui peut faire défaut. Mais au golf, là, tout peut arriver. C'est pour ça que ça ne restera jamais quand même un sport très, très, très simple là, à gérer par rapport aux règles. Alors, on peut continuer. Il n'y avait pas d'autres questions pour l'instant. Oh, OK. Bon. On a parlé tantôt du 3 minutes pour une balle perdue. Je vais passer rapidement sur cet item-là, puis je vais le garder pour la fin. Tant qu'à moi, je suis disponible jusqu'à 9 h ce soir s'il y en a qui ont des questions. Mais cette nouvelle possibilité-là, lorsque votre balle va hors limite ou lorsque la balle elle est perdue, de ne pas retourner au tee puis de mettre une balle à quelque part dans l'allée puis de frapper 4. Faites juste vous rappeler tout de suite, puis on va y revenir dans 3/4 d'heure, c'est une règle locale. Ce n'est pas une règle de golf. C'est une règle qui est spécifique, soit à un terrain de golf ou à un trou particulier sur un terrain de golf. Ça dépend si le comité la met en place. Juste pour répéter, ce n'est pas une règle qui existe. Je sais qu'il y en a beaucoup l'année passée qui l'ont joué partout et tout le temps. Donc, on va y revenir tantôt sur comment procéder, mais pour tout de suite, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une option qui est nouvelle dans les règles où on peut, au lieu de retourner sur le départ, remettre une balle dans l'allée puis frapper 4. Donc, à ce moment-là, je trouve que c'est une très bonne règle pour sauver du temps. Puis je vous expliquerai un petit peu plus tard exactement comment procéder parce que je vous dirais que la majorité des clubs de golf l'appliquent. Puis les règles de golf permettent que cette règle-là soit en application même dans les tournois. À Golf Québec, on ne le fait pas, mais n'importe quel club peut mettre ça en application sur un trou ou sur l'ensemble des trous. On pourra y revenir un petit peu plus tard parce que je suis certain qu'il va y avoir des questions. Je vais quand même en parler rapidement, mais je ne répondrai pas à des questions tout de suite parce que j'ai quelques animations à vous montrer. Si vous regardez la première image, vous voyez que le départ à gauche, supposons que la personne envoie son coup vers la droite, puis vous voyez, il y a une ligne très droite qui s'appelle « out of bound ». La balle, elle est hors limite. Puis dans l'exemple de droite, la balle, elle est partie à gauche, puis elle est perdue dans la forêt. L'endroit où la balle elle a traversé au point A est à 130 verges du drapeau. Fait que le point de référence dans l'allée va être à 130 verges du drapeau. Puis je vous expliquerai plus tard là, les endroits où on peut laisser tomber. Mais c'est juste pour vous donner une idée que si vous avez des questions là-dessus, on va prendre le temps qu'il faut pour y répondre après parce que c'est pour moi une règle très importante quand on veut sauver du temps. Bon, maintenant, ça va répondre à la question qui a été posée tantôt. Substitution de balles. Selon les nouvelles règles, c'est assez particulier et je vous dirais assez méconnu, même des très, très bons golfeurs, qu'à toutes les fois qu'on doit prendre un dégagement, j'ai écrit doit, mais c'est peu, là, à toutes les fois qu'on peut prendre un dégagement et qu'on le prend, exemple, lorsque notre balle est sur un sentier, lorsque la balle est dans de l'eau temporaire, lorsque la balle est dans un terrain en réparation, ou etc. Peu importe. Dès que le prochain coup, la balle peut être jouée ailleurs qu'à l'endroit où elle est, puis qu'effectivement, on la joue ailleurs qu'à l'endroit où elle est, on peut changer de balle. Donc, évidemment, aussi, à part du fait qu'on peut changer de balle, ça aussi, c'est extrêmement méconnu. Je ne le conseille pas, mais c'est permis par les règles. À toutes les fois qu'on ne jouera pas la balle là où elle repose, nous ne sommes pas obligés de la marquer. OK, ça, c'est les exemples. Lorsque la balle est sur un sentier, une zone à pénalité, arrangement floral, eau temporaire, obstruction inamovible, terrain en réparation, plus position améliorée. Je vais quand même vous parler un peu de la position améliorée.
La position améliorée, là, c'est le fait que lorsque la balle est dans l'allée, on peut la tasser. À ce moment-là, la façon de procéder, ce n'est pas avec la tête du bâton. Je sais que la plupart des personnes qui jouent en position améliorée, puis tassent la balle avec la tête du bâton. En principe, ça, c'est pas permis. Il faut vraiment prendre la balle dans nos mains et la placer à l'intérieur de la distance qui a été déterminée. Ça peut être une carte de pointage, ça peut être un pied, ça peut être une longueur de bâton. Ça, c'est le comité qui va décider. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous jouez sur le terrain puis que vous êtes en position améliorée, techniquement, vous avez le droit de changer de balle à toutes les fois. Fait qu'évidemment, la question tantôt, elle était si ma balle est sur le vert puis je veux jouer avec une belle balle propre ou une belle balle neuve, est-ce que je peux changer de balle? La réponse, elle est là. À partir du moment que la balle va être jouée exactement au même endroit où elle repose, on n'a pas le droit de changer de balle. Balle enfouie. La règle avant était que lorsque notre balle elle était enfouie dans le gazon coupé court, on pouvait la prendre dans nos mains, la nettoyer et la laisser tomber le plus près possible de l'endroit où elle était. Puis je vous dirais que le plus près possible, dépendamment des golfeurs, c'est extrêmement variable. Ça pouvait être 1 pouce, puis on se ramassait juste à côté du trou, puis c'était pas le fun. D'autres avaient le pouce très long, ça pouvait aller jusqu'à 1 pied et demi. Les législateurs ont décidé, on ne se casse pas la tête, maintenant, si la balle elle est enfouie, tu as le droit de la lever et la laisser tomber une longueur de bâton. Donc, une longueur de bâton, on revoit encore un peu le diagramme de tantôt. Longueur de bâton, c'est une longueur à droite, une longueur à gauche en demi-lune. Donc, on la laisse tomber n'importe où à l'intérieur de cet endroit-là. Je ne l'ai pas indiqué dans mes diapos, mais supposons, parce que c'est la question qui m'est souvent posée, si ma balle elle est enfouie dans la face d'une fosse de sable ou d'un bunker pour mes amis français qui assistent à ma présentation, lorsque la balle elle est enfouie dans la face gazonnée d'une fosse de sable, puis que la demi-lune que vous voyez en bas n'est pas possible parce que tout ce qui peut être dans la demi-lune, c'est comme au-dessus du sable. Mais à ce moment-là, vous êtes obligé d'endurer la balle enfouie. Vous n'avez pas droit à un dégagement sans pénalité. Peut-être une petite question, Édouard. Oui. En ce moment, si je ne trouve pas ma balle enfouie, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? À part que de pleurer, normalement, une balle qui serait enfouie puis qu'on ne la trouve pas, comment est-ce que la personne peut être certaine que la balle elle est enfouie? Évidemment, ça, c'est un peu compliqué, là. Si on était dans une situation où le terrain est très détrempé, on est sur le départ, tout le monde a vu la balle tomber en plein milieu de l'allée, puis qu'on arrive à l'endroit approximatif où la balle elle serait tombée, puis qu'à cet endroit-là, c'est vraiment, vraiment plein d'eau, très vaseux, très boueux, on pourrait invoquer que la balle elle est perdue dans une condition anormale de terrain. Mais je vous dirais que si je prenais, mettons, les 10 arbitres les plus compétents que je connais, puis qu'on se mettait autour d'une table avec quelques bières, il y aurait probablement la moitié qui dirait que ça n'existe pas une balle perdue en plein milieu de l'allée. Tandis que d'autres diraient qu'effectivement, la règle permet quand même qu'une balle peut être perdue dans une condition anormale. Puis à ce moment-là, la personne elle pourrait déclarer que sa balle elle est perdue dans la condition anormale. Donc, elle pourrait laisser tomber une balle à quelque part dans cet environ-là sans être pénalisée. OK. Et Marcel, quand vous dites enfoui, est-ce que c'est toujours pour l'allée, dans l'allée ou peu importe sur le terrain? C'est partout sur le terrain, sauf dans une zone à pénalité et dans une fosse de sable. Donc, les règles aujourd'hui reconnaissent à peu près plus la différence entre l'allée et le rough.
et l'herbe longue. Fait qu'à ce moment-là, si la balle elle est enfouie dans l'herbe longue, elle est considérée comme enfouie sans avoir besoin d'une règle locale ou quoi que ce soit. Ça fait partie maintenant des règles. Mais si elle est enfouie dans le sable, ce n'est pas la règle de la balle enfouie. Puis si elle est enfouie dans une zone à pénalité, mais elle n'est pas considérée comme enfouie dans la règle qui permet un dégagement sans pénalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau? Pour le moment, ça va. N'hésitez pas là, à écrire si vous en avez d'autres. OK. Maintenant, un autre changement intéressant dans les règles de golf, c'est maintenant sur le verre, il est possible de réparer autre chose que les marques de balle. Avant ça, c'était assez tannant. S'il y avait des marques de crampons, s'il y avait quelques marques que ce soit, on n'avait pas le droit de les réparer. Il fallait que ce soit seulement et uniquement des marques de balle. Maintenant, on a modifié la règle, puis il est possible de réparer à peu près toutes sortes de choses sur un verre. En plus, avant ça, on n'avait pas le droit de marcher sur notre ligne de coup roulé. Maintenant, on peut marcher. Et toujours dans le même ordre d'idées, maintenant, on peut laisser le drapeau dans le trou n'importe quand. Bon, il arrive la situation suivante assez souvent, surtout en début de saison et quelquefois après le championnat du club au mois de septembre, comme si certains clubs de golf, après le championnat du club, la vie arrêtait d'exister. Il y a des terrains de golf où il y a des trous d'aération. Il y en a des terrains qui ont des petits trous, il y en a qui ont des gros trous. Dans le cas où, sur la photo, on voit très bien les trous d'aération. Les règles de golf ne nous permettent pas de réparer un trou d'aération. Cependant, lorsque ça arrive, il faut que le comité soit assez smart pour avoir une règle locale qui dit que si notre balle sur le verre repose dans un trou d'aération, on a le droit de la soulever et de la placer immédiatement à côté du trou d'aération. Mais il est strictement défendu avec le marqueur qui est là sur le sol de réparer le trou d'aération. Mais ça prend une règle locale pour faire ça. Puis je sais très bien que dans beaucoup de tournois, même dans des tournois de haut niveau, la balle est sur le verre, elle repose dans un trou d'aération. Le joueur va marquer la balle, va nettoyer sa balle et va la replacer 1 centimètre à côté. Mais s'il se faisait prendre, il y aurait 2 coups de pénalité. C'est pour ça que la règle locale de placer la balle à côté du trou, c'est très pratique en début de saison et souvent après la fin du travail. Question par rapport à, oui. On revient là, sur la balle enfouie dans le gazon. Est-ce que ça veut dire une balle qui est calée dans le sol et quelle est la définition de enfouie dans l'herbe longue? OK. Très bonne question. C'est qu'une balle enfouie dans l'herbe longue, là, ce n'est pas parce qu'elle est enfouie dans le gazon. Pour qu'une balle soit considérée enfouie et qu'on puisse bénéficier du dégagement sans pénalité, il faut se faire un peu une image en 3D. Là. Il faut que la balle ait coupé la ligne imaginaire du sol, de la terre et non du gazon. Si vous pouvez vous imaginer un peu qu'est-ce que ça a l'air un gazon si vous faisiez une coupe, là. Il y a de la terre, puis après ça, les racines sont dans la terre, puis après ça, il y a le gazon comme tel. Pour qu'elle soit considérée enfouie, il faut qu'elle ait traversé la terre. Donc, évidemment, quand le gazon est très long, mettons 3-4 pouces, puis très dense, puis que la balle, elle est seulement comme dans un genre de nid, mais elle n'est pas enfouie si elle n'a pas traversé la ligne imaginaire où la terre commence. OK. Est-ce qu'une balle enfouie dans le gazon, ça veut dire également une balle calée dans le sol? Est-ce que c'est les mêmes termes? Quelqu'un demande? Quand on parle d'une balle enfouie, selon les règles, c'est vraiment une balle qui a traversé la terre, dont une partie de la balle a traversé là, la ligne de la terre. Parfait. Et autre petite question aussi, si sur le verre, la balle se retrouve dans une marque non réparée, que se passe-t-il? À ce moment-là, on marque la balle, on lève la balle, puis on essaye de réparer comme on peut. Je ne comprends pas exactement le sens de la question,
Mais si jamais la balle, elle était comme dans un ancien trou de balle ou dans son propre trou de balle, mais à ce moment-là, c'est pas grave. On lève la balle, on la marque, mais à ce moment-là, le marqueur, il va se déplacer quand on va réparer. C'est pas grave, ça. Là. On peut tout réparer. On peut replacer la balle exactement à l'endroit où elle était. Parfait. Alors, David, si on n'a pas bien répondu à la question, tout simplement peut-être préciser la question, puis on pourrait y revenir plus tard. C'est parfait. On a plus de questions pour Oui, parce on va avoir du temps tantôt aussi de répondre là, en temps réel directement avec les micros si les personnes le désirent. David dit que c'était bon. Tout est parfait. Merci. C'est good. Okay. Zone de pénalité. Maintenant, ça aussi, c'est un changement qui est très intéressant. Il est maintenant permis de toucher le sol dans une zone de pénalité avec notre bâton, ce qu'on appelle en français le grounder le bâton. Maintenant, on peut le faire lorsqu'on est dans une zone à pénalité. Et aussi, on peut enlever les détritus, les feuilles, les branches dans la zone de pénalité. Donc, on a le droit maintenant de faire beaucoup de choses. Évidemment, même si on a le droit d'enlever des feuilles, des branches dans une zone à pénalité, il ne faut pas que la balle bouge lorsqu'on l'enlève. Fosse de sable. Un changement quand même intéressant. Quand je disais tantôt qu'on pouvait enlever des détritus dans les zones à pénalité, on peut aussi enlever des détritus dans une fosse de sable, comme on voit sur la photo. Par contre, la différence entre une fosse de sable et la zone à pénalité, la zone à pénalité, c'est ce qu'on appelait avant dans le hasard ou dans l'obstacle, mais beaucoup encore utilisent le terme aujourd'hui hasard. Dans une fosse de sable, on ne peut pas grounder. Il y en a qui aimeraient bien ça, puis une des raisons pourquoi on ne veut pas permettre de grounder, parce que ce serait trop facile lorsqu'on recule le bâton en arrière de la balle, de se faire un genre de petit canal. En tout cas, ce serait compliqué. Là. Fait qu'on a décidé que dans les fosses de sable, il n'était pas permis de grounder. On peut enlever des détritus, la même chose que dans la zone à pénalité. Et il y a une nouvelle règle assez particulière et assez intéressante qui dit que lorsque notre balle est dans une fosse de sable, on peut la jouer en dehors de la fosse de sable moyennant 2 coups de pénalité. Je vous dirais, pour avoir une longue expérience de fosse de sable assez bizarre dans d'autres pays où la fosse a à peu près quelque chose comme 20 pieds de haut, je vous dirais qu'il y a certaines personnes, quand ils se ramassent dans une fosse de sable un lundi matin, risquent d'être encore là le vendredi après-midi. Donc maintenant, au moins, si tu n'as pas beaucoup de talent dans la fosse de sable ou si tu es dans une position, ou en tout cas pour toutes sortes de raisons, tu as peur, l'autre bord du verre, il y a un gros lac, on peut utiliser 2 options différentes pour une balle injouable. Si on regarde le dessin qui est en face de nous, tu as la règle habituelle au numéro 3, où on peut prendre 2 longueurs de bâton puis déclarer la balle injouable. À ce moment-là, c'est les 2 longueurs de bâton en demi-lune. L'autre option, on peut reculer la distance qu'on veut tout en demeurant dans la fosse de sable, qui est le point numéro 2. On voit la ligne, là, le point numéro 2. Même chose, c'est seulement un coup de pénalité. Mais au lieu des 2 longueurs de bâton, on a décidé de reculer en ligne avec le drapeau la distance qu'on veut. Mais ces 2 options-là, c'est un coup de pénalité. Par contre, on est encore dans le sable. On peut décider on oublie tout ça, on met la balle au point 4. Le point 4, c'est une extension entre la position de la balle, le drapeau, puis n'importe où en ligne par en arrière. Si vous aimez un coup de 60 verges, 100 verges, 120 verges, 200 verges, à votre choix. Vous sortez carrément la balle de la fosse de sable, puis là, vous rajoutez 2 coups de pénalité. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez encore la fosse de sable en pleine face. Mais c'est pour vous dire que maintenant, ce sont les options qui s'offrent à nous lorsque notre balle elle est dans une fosse de sable, soit dans une position qu'on n'aime pas, ou carrément parce qu'on est dans le sable. Il faut toujours comprendre que le joueur et le joueur seul a le loisir de déclarer sa balle injouable.
Si la balle du joueur est à quelque part en plein milieu du sable, puis qu'elle est très bien placée, mais qu'il ne veut pas la jouer dans le sable, un autre joueur ne peut pas arriver et dire hey, ta balle n'est pas injouable, tu es capable de la jouer. Ce n'est pas de ses affaires. C'est au joueur à déterminer lui-même si sa balle elle est injouable, puis utiliser les options qui s'offrent à lui. Évidemment, il y a 4 options. On en a fait 3. La 4e option, c'est évidemment de retourner à son point d'origine. Il y a peut-être une question, Édouard, que je vais lire, puis si c'est pas clair, de me faire signe. On mentionne, si ma balle se retrouve au fond du terrain, il y a de la roche en surface ou des racines, peut-on la déplacer pour faire le coup sans brider nos bâtons? Est-ce qu'il y a une pénalité ou non? OK. Lorsque la balle, mettons, est dans l'herbe longue, puis qu'il y a des racines, qu'il y a des cailloux, des roches, malheureusement, on n'a pas d'option gratuite. On n'a pas d'option sans pénalité. On utilise la balle injouable ou on la joue. Puis on peut retourner sur notre point de départ. Il n'y a malheureusement pas de possibilité de le faire sans pénalité. Il y a une exception quand même importante à ça. Je prends l'exemple, je ne suis pas certain à 100%, mais je crois qu'au club de golf de Lévis, il y a un endroit où les pins ou les épinettes, je ne sais pas trop quel type d'arbre, ils ont des racines qui sont assez en surface, puis elles se rendent dans l'allée coupée court, pas tellement loin du verre. À ce moment-là, on peut, par règle locale, déterminer que les racines en surface à tel endroit dans le gazon coupé court sont du terrain en réparation. On pourrait le faire. Un autre exemple, pour ceux qui connaissent le club de golf de Milby, au trou numéro 1, à peu près à 100 verges du verre, il y a un énorme rocher qui, parfois, dépendamment du printemps, il ressort un peu du gazon. On pourrait déterminer cet endroit-là en réparation. Mais sinon, c'est des racines, des cailloux, des rochers, c'est naturel. On n'a pas vraiment de possibilité d'avoir un dégagement sans pénalité. Parfait. Autre petite question également par rapport à la demi-lune. Alors, la demi-lune sur une pénalité avec 2 longueurs de bâton vers l'arrière. C'est quoi la longueur de la demi-lune, on demande? Je ne sais pas si la question est claire. La personne se demande si sa question est claire pour vous. OK. Si on regarde sur le dessin, lorsqu'on avait l'option des 2 longueurs de bâton, je ne sais pas si vous êtes capable sur votre iPad, pour ceux qui ont un iPad, de voir la petite boule blanche. Ça, c'est l'endroit où la balle est positionnée. À partir de là, on a 2 longueurs de bâton en demi-lune. Mais si on recule sur la ligne, ça aussi, c'est un changement qu'on a depuis 2019 qu'on n'avait pas avant. Lorsqu'on prenait la ligne entre le drapeau, la position de la balle, puis qu'on reculait, exemple comme au point 2, avant ça, il fallait laisser tomber la balle sur le prolongement de la ligne. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que la demi-lune, elle tient à 1 longueur de bâton. Donc, vous voyez la ligne imaginaire entre la position de la balle et le drapeau. On recule, on détermine un point, puis de ce point-là, c'est 1 longueur à gauche, 1 longueur à droite en demi-lune. Même affaire au point 4, 1 longueur de bâton à gauche, 1 longueur de bâton à droite en demi-lune. Fait qu'on peut y revenir si jamais il y avait d'autres questions en rapport avec ça. Parfait, pas pour le moment. OK, puis dans les fosses de sable, on va en parler plus tard, là, mais il y a des règles locales COVID qui ont été mises en place l'été passé, que j'avais parlé tantôt, et qui pourraient encore être en vigueur pour 2021, au grand plaisir de tous. Autre changement dans les règles pour le bris d'un bâton. Selon la règle qui a été mise en vigueur le 1er janvier 2019, lorsque quelqu'un brisait un bâton par accident, il a frappé un arbre alors qu'il faisait un coup, il a pilé sur son bâton, en tout cas par accident, le joueur pouvait quand même continuer de jouer, peut quand même continuer de jouer avec le bâton, mais n'a pas le droit de le changer. Ça, c'est la règle générale.
Vous ne pouvez pas, vous avez brisé votre bâton au trou numéro 4, arrivé au 9e trou, vous arrivez près de la Pro Shop ou près du vestiaire, puis vous allez chercher un autre bâton. Selon les règles de golf, vous n'avez pas le droit. Lorsque la règle a sorti le 1er janvier 2019, les pros de la PGA se sont vraiment mis ensemble pour dénoncer cette règle-là. À ce moment-là, ils ont changé et ils ont permis une règle locale qui dit que si le bâton a été brisé accidentellement, on a le droit de le changer. La seule condition, c'est qu'on ne retarde pas le jeu. Si ça vous prend 20 minutes entre le 9 et le 10 pour aller chercher votre bâton, vous allez être dans le trouble. Mais sinon, vous avez le droit de changer un bâton qui a été brisé accidentellement. Mais selon la règle, la nouvelle règle, ce n'était pas possible. Je vous dirais, pour l'avoir vécu dans un tournoi aux Jeux du Québec, petite anecdote dans les anciennes règles. Le petit garçon a manqué un coup roulé de 2 pieds. Et le petit garçon n'était pas content. A pris son putter et il s'est donné un coup de putter sur le pied. Premièrement, il s'est fait très mal. Puis deuxièmement, il a croché son bâton. J'ai été obligé d'aller lui annoncer, puis il pleurait, d'aller lui annoncer qu'il devait prendre son putter puis le mettre à l'envers dans son sac, qu'il n'avait plus le droit de l'utiliser pour le restant de la partie. Ça, c'était l'ancienne règle. S'il avait brisé le bâton même par accident, il n'aurait pas eu le droit de s'en servir. Mais maintenant, la règle, elle est très claire. C'est que ça prend une règle locale. Puis, je n'ai pas vraiment parlé dans le détail, mais dites-vous qu'à la base, dans vos clubs de golf respectifs, vous n'avez pas de règle locale. Quand je dis qu'il y a une règle locale qui existe, il y a des règles locales qui existent à Golf Québec, mais ce n'est que pour les tournois de Golf Québec. Si un club de golf aime beaucoup les règles locales, il faut que le club de golf, de façon très claire, indique à ses membres que les règles locales suivantes sont en vigueur. Donc, à défaut d'une règle locale comme la majorité des clubs de golf, quelqu'un qui va briser son bâton par accident ne pourra pas le changer tant que la ronde ne sera pas terminée. Ça va pour les questions? Oui, on a tout simplement un commentaire qui demande, il y a vraiment des gens qui se fâchent au golf? Ah. Je dirais que c'est plutôt rare quelqu'un qui ne se fâche pas au golf parce que c'est un sport qui a un don assez particulier d'aller chercher le pire chez l'homme et la femme. Oui, excusez-moi. On a également une petite question. On dit, à ce propos, quand Hugo Bernard a dû se retirer alors qu'il menait au Alexandre du Tunis il y a quelques années, est-ce qu'il aurait été clair en 2019? Je ne me rappelle pas c'est quoi qui est arrivé. Okay. Pas de problème. Puis habituellement, j'essaye autant que possible de ne pas commenter sur le comportement spécifique de certains joueurs qui peuvent avoir à l'occasion des sautes d'humeur. Cadet. Un cadet ne peut plus se tenir en arrière du joueur lorsque celui-ci s'installe à sa balle. Selon les nouvelles règles, parce que les anciennes règles, on n'avait jamais le droit de se tenir en arrière du joueur quand on effectue un coup roulé. Maintenant, depuis le 1er janvier 2019, puis ça, on le voyait beaucoup sur la LPGA, on voyait toujours le cadet qui était en arrière de la joueuse. Puis la joueuse installait ses pieds. Là, le cadet lui disait « OK, tasse-toi un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. » Même affaire avec la tête du bâton. Puis à ce moment-là, avant d'effectuer son coup, là, le cadet se tassait. Ça, c'était la règle avant 2019. Maintenant, lorsque le joueur a pris position, si le cadet est encore sur le prolongement de la ligne, en arrière, il y a automatiquement une pénalité. Que ce soit sur le vert ou en dehors du vert, si le cadet est en arrière du joueur quand le joueur est prêt à jouer, même si le cadet se déplace lors de l'exécution du coup, le joueur est pénalisé. Autre item pour le cadet. Un cadet peut marquer, lever et replacer la balle sur le vert sans nécessairement avoir reçu l'approbation de son joueur.
Fait qu'on ne peut plus pénaliser un joueur parce que hey, ton cadet est allé marquer ta balle puis il n'avait pas le droit. Le cadet, lorsque la balle est sur le verre, peut le faire en tout temps pour toutes sortes de raisons. Dans les règles de golf, c'est écrit que tous les golfeurs peuvent utiliser un cadet. Mais on peut, par règle locale, interdire un cadet. Nous, ce qu'on fait à Golf Québec, on a une règle locale qui interdit l'utilisation d'un cadet pour les juniors. Les juniors n'ont pas le droit d'avoir de cadet. Tous les autres ont le droit, mais évidemment, on a eu aussi la COVID où on a interdit les cadets, même pour les plus vieux. C'est pour vous dire encore là que la règle dit que tout le monde peut avoir un cadet, mais nous, on a une règle locale, puis les règles permettent une règle locale qui peut restreindre le travail d'un cadet. Il y a beaucoup de restrictions qu'on peut mettre au cadet. Comme nous, on a comme restriction aussi qu'un joueur qui a joué le matin, ça arrive des fois dans les championnats du club, le joueur a joué le matin, dans le BB, mettons, puis son copain du 2A ou du 3A joue dans l'après-midi, il s'en va cader pour lui. À Golf Québec, ce n'est pas permis. Par contre, c'est permis selon les règles. Fait qu'à partir du moment que le club n'a pas de règles locales, ce serait permis. OK, nouvelle règle. Il y a eu quand même quelques épisodes dans le passé très intéressants pour la double touche. Maintenant, il n'y a plus de pénalité pour la double touche. Ça aussi, c'est le genre de questions que je reçois souvent l'été de la part des golfeurs là, qui sont autour d'une bière en train de payer leur gageure ou de se faire payer une gageure. Il n'y a plus de pénalité pour une double touche. Puis non seulement il n'y a plus de pénalité pour la double touche, ce n'est pas 2 coups. C'est le coup que vous venez de faire. Puis si par accident, vous avez refrappé la balle dans les airs, c'est pas grave. Ce deuxième coup-là ne compte pas et vous n'avez pas de pénalité. Bien important de retenir, il faut que la double touche soit accidentelle. Il y a certaines vidéos qui ont apparu sur Facebook l'année passée, entre autres une fille sa balle était en arrière d'un arbre. Elle a donné un coup sur la balle, qui a frappé l'arbre, puis elle a redonné un coup sur la balle dans les airs, puis elle l'a envoyé à côté du trou. Fait que ça, c'est une double touche volontaire. C'est pénalisable. Mais la double touche accidentelle, il n'y a pas de pénalité. Autre changement très intéressant dans les règles que je recommande fortement aux clubs de golf à mettre en place dans leurs différentes compétitions pour éliminer ce que moi j'appelle le syndrome du score affiché. Vous savez que lorsqu'on joue une compétition en partie par coup, la balle doit être dans le trou. Puis ça arrive des fois que ça peut être long. Puis même des fois, moi, je le recommande beaucoup aussi dans des catégories très, très jeunes. Tu sais, les jeunes de 5, 6, 7 ans qui jouent dans certaines compétitions, là, on a le droit maintenant, par règle locale, de déterminer que dans le type de compétition, il y a un score maximum pour un trou. Exemple, un club de golf au championnat du club, ou peu importe le type de compétition, veut attirer un maximum de personnes, mais il y en a qui ont peur d'afficher un 150 là, alors qu'ils jouent habituellement 95. À ce moment-là, on peut tout simplement dire que pour la compétition, dans la classe B, CC, C, D, peu importe, lorsque le joueur a atteint 8 coups, 9 coups, 10 coups, peu importe, ramasse sa balle, s'en va à l'autre trou, puis indique le score maximum pour ce trou-là. Ça aussi, ce n'est pas une mauvaise idée pour le temps de jeu, puis des fois, ne pas trop décourager les personnes. Des fois, ça peut être seulement quelque chose d'aussi simple que double peur. Tu sais, c'est un par 3, puis la personne, comme je disais tantôt, qui était dans la fosse de sable, puis 4 jours plus tard, est encore dans la fosse de sable. Mais tu sais, au moins avec le score maximum, si on dit que le score maximum, c'est 6 sur un par 3, mais tu sais, après avoir essayé 5 fois de sortir de la fosse de sable, à ce moment-là, même moins un 6. Fait que c'est un changement dans les règles qui permet, lors de compétitions officielles, de mettre un score maximum. Évidemment, on ne le fera pas pour des joueurs élites, mais c'est dans les règles. Puis c'est possible de mettre en place une règle locale qui dit que ça peut être aussi bien dans classe D, c'est maximum 10, dans classe C, c'est maximum 9, il peut y avoir des choses comme ça.
Ça permet, ça permet de ne pas être disqualifié si on a ramassé notre balle. Parce que vous savez qu'en partie par coup, lorsqu'on ne finit pas un trou, puis qu'on a effectué un coup de départ sur le départ suivant, on est disqualifié. Fait que ça permet là, de donner un break. C'est beau, je peux continuer? Oui, OK. en face, je propose peut-être de continuer, puis on gardera peut-être les questions pour la fin si nous reste du temps. Ah, OK, il est déjà 13h23. Moi, j'en avais jusqu'à 8h ce soir. Là. Fait que c'est bon de me rappeler qu'il est déjà 13h23. Édouard, je peux répondre. C'est Jacques. Oui. Je peux répondre à quelques questions, si ça peut t'aider. Oui, OK, je n'ai pas de problème. Celui que vous venez d'entendre, c'est Jacques Sévigny. C'est l'ancien président du Comité des règles de Golf Québec. Fait qu'à ce moment-là, si vous avez des questions, il peut répondre au fur et à mesure. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi, j'ai vu tantôt Michel Bolduc, qui était arbitre en chef chez les pros. C'est moi qui lui ai succédé. Si vous voyez que Michel ou Jacques vous envoie une réponse, dites-vous qu'il y a des fortes probabilités que la réponse soit exacte. Génial. Maintenant, on revient un peu à la mauvaise humeur. Il y a quelqu'un tantôt qui avait posé la question, ça arrive-tu des personnes qui ne sont pas de bonne humeur au golf? Je pense que ça arrive. Maintenant, on peut, selon les règles de golf, ça c'est nouveau, ça c'est vraiment nouveau. On peut, lorsqu'il y a un mauvais comportement, pénaliser des joueurs sous forme de coût de pénalité. Exemple, utiliser les mots d'église. On peut donner un avertissement. Fumer un joint, un coup de pénalité. Boire de la bière alors que la personne joue 2 coups de pénalité. Ou frapper un arbitre, disqualification. Chaque compétition ou chaque association, comme à Golf Québec, on a un guide là, qui donne des coups de pénalité dépendamment du type d'infraction. Mais ça, c'en est un exemple. Là, comme vous voyez, c'est moins pénalisant fumer un joint que de boire de la bière, mais j'ai juste mis là à titre d'exemple. Parce que pour ce qui est de boire de la bière, dans les tournois à Québec, on a le droit de boire de la bière, puis les tournois à Montréal, ils n'ont pas le droit de boire de la bière. Il y a peut-être des raisons culturelles à ça, mais c'est juste une petite remarque en passant. Donc, c'est possible maintenant de donner des coups de pénalité. À même titre qu'un joueur a fini de jouer, puis on lui a donné un avertissement pour jeu lent ou n'importe quoi, puis il nous engueule, ou les parents nous engueulent, parce que ça arrive très souvent que les parents ne se mêlent pas de leurs affaires et engueulent les arbitres. À ce moment-là, on peut simplement dire aux joueurs, OK, premièrement, tu as un coup de pénalité pour avoir été en retard, puis après ça, tu as un autre coup de pénalité pour m'avoir insulté. Fait que c'est possible maintenant de mettre des pénalités pour des comportements répréhensibles. Je vous dirais honnêtement, dans la pratique, je ne me rappelle pas, en tout cas moi, ça ne m'est pas arrivé de donner des coups de pénalité pour des mauvais comportements. Par contre, ça arrive souvent qu'on donne des avertissements. Et marquage du terrain. Un autre changement intéressant, bon, on va passer rapidement. On peut maintenant mettre des piquets rouges partout. Avant ça, il y en a qui étaient plus catholiques que le pape, puis s'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de piquets rouges. Maintenant, on va mettre des piquets rouges. Si vous regardez un exemple dans l'image, il y a un lac, ça ne pose pas de problème. Il y a des endroits qui ont une végétation très dense. À ce moment-là, au lieu de chercher notre balle à n'en plus finir ou d'être obligé de retourner sur le départ ou mettre la balle dans l'allée puis frapper 4, on peut simplement dire il y a des piquets rouges. Je prends un coup de pénalité puis on continue. C'est bien bon pour le temps de jeu. On a aussi comme règle locale, toujours à Golf Québec, que s'il n'y a pas de piquet comme tel ou s'il n'y a pas de ligne rouge au sol, mais la zone, elle est déterminée par le type de gazon. Souvent, là, on a comme un petit rough. Après ça, il y a un gros rough. À ce moment-là, le gros rough détermine la limite de la zone à pénalité. C'est moins important aujourd'hui, la limite comme telle, parce que à partir du moment que maintenant, on a le droit d'enlever les détritus à l'intérieur de la zone à pénalité, fait que la ligne à l'endroit précis où aller, c'est moins important. Évidemment, une règle que je trouve vraiment très intéressante, on peut laisser le drapeau dans le trou, même quand notre balle est sur le verre.
J'ai mis ça juste pour vous montrer la très grande différence entre, dans les règles de golf, on dit on peut laisser le drapeau dans le trou, mais à Golf Québec, on avait une règle COVID qui disait on doit garder le drapeau dans le trou. C'est important là, de faire cette distinction-là. À cause de la COVID, en 2019, tu n'avais pas le choix, tu ne devais pas toucher au drapeau. Juste une petite anecdote, au Masters, l'été passé, le Masters et même l'année d'avant, en 2019, certains membres de ce vénérable club de golf Augusta ont voulu obliger les joueurs à ne jamais laisser le drapeau dans le trou, autrement dit, de jouer les règles comme elles se jouaient avant. Mais ça a été très clair et c'était très clair par le R&A en Europe et le USGA aux États-Unis qu'il n'est pas possible de mettre en place une règle locale qui ne permettrait pas de garder le drapeau dans le trou. Ce n'est pas permis. Autre changement, celui-là, je vais passer rapidement, ça vous touche à peu près pas. Là, il y a maintenant des règles très compliquées sur l'utilisation des carnets de lecture de verre. Parce que mon ami, le deuxième, là, Deschambault, là, lui, il avait à ce moment-là une feuille extrêmement détaillée, à peu près comme celle qu'on peut voir là, sur la photo. Maintenant, il y a des règles assez détaillées. Il faut que ce soit, le papier doit mesurer 4 écarts par 7. Ça a l'air bizarre, 4 écarts par 7, mais c'est exactement une feuille légale qu'on plie en 4. Quand vous prenez une feuille de format légal, 8,5, 14, et qu'on la plie en 4, ça donne exactement 4 écarts par 7 pouces. Fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser une feuille qui est plus grande que ça. Puis, c'est écrit dans les règles, ça a l'air drôle, là, mais c'est écrit dans les règles qu'il est interdit d'utiliser une loupe pour lire les informations qu'on peut avoir sur le papier. Maintenant, pour finir la présentation avec la COVID-19, le Comité des règles de Golf Québec n'a pas encore statué qu'est-ce qui était pour arriver en 2021, mais je vais juste vous dire rapidement ce qui s'était passé en 2020. Puis je suis pas mal certain qu'il y a certaines de ces règles locales-là qui vont continuer à être en vigueur en 2021. Évidemment, il y avait toujours de la distanciation et ne pas toucher au drapeau. Et vous allez me demander, ouais, mais tu sais, si les personnes ne se distanciaient pas ou bien touchaient au drapeau, qu'est-ce qui arrivait? Mais là, dans le code de conduite, on avait des pénalités qu'on pouvait donner. Mettons, première offense, avertissement. Deuxième offense, un coup de pénalité et ainsi de suite. Fait que ce soit, la plupart du temps, je vous dirais que dans le code de conduite, là, quand il arrive des infractions, là, idéalement, c'est d'avoir toujours comme première offense un avertissement, mais si jamais tu recommences, là, on va te pénaliser. L'autre changement par rapport à la COVID, on a éliminé l'obligation de signer la carte. Parce que ça, c'est une des règles extrêmement sévères dans les règles de golf. C'est que si ta carte n'est pas signée, tu es disqualifié. Mais à Golf Québec, on avait tout un processus très, très, très complexe et extrêmement efficace pour régler la question des cartes de score. Mais on n'était pas obligé de signer la carte de l'autre joueur. Bon, on m'a posé énormément de questions en 2020 à cause du type de drapeau qu'il y avait dans certains clubs de golf. Il y en a que c'était des beignes, d'autres c'était des copes inversées. En tout cas, il y avait toutes sortes de systèmes. Il y en a que c'était des tiges amovibles. Puis ça arrivait que la balle frappait la tige puis elle sortait du trou. On m'a appelé souvent l'année passée dans des compétitions pour me dire « ma balle était dans le trou puis elle est sortie. Qu'est-ce que je peux faire? » Comme moi, tout ce que je répondais, c'est « continue de jouer jusqu'à temps que la balle soit dans le trou. » Fait que la balle, elle doit être dans le trou, peu importe le système qui a été mis en place. Il n'y a pas de façon en compétition de dire si ma balle, elle a frappé et elle est sortie, OK, t'es correct, c'est comme si tu avais fait ton roulé. Ça n'existe pas. L'autre règle très intéressante, c'est celle des fosses de sable. Vous voyez un peu le dessin où la balle elle est dans une position un peu mal placée dans des traces de pas. Ce qui est très important de comprendre, on a mis une règle locale qui dit que
dans une fosse de sable, c'est position améliorée, une longueur de bâton, puis on se rappelle tantôt de la demi-lune, une longueur de bâton à gauche, à droite en demi-lune, sans s'approcher du trou. Mais il est totalement interdit de niveler le sable avant de replacer la balle. Je sais qu'il y a certains clubs de golf qui ont appliqué ça. Ils prenaient la balle avec leurs mains, après ça, ils passaient un coup de pied là, pour niveler le sable, puis ils replaçaient la balle. Ça, c'est strictement interdit. Si vous le faites, vous allez avoir 2 coups de pénalité. Fait que là, essayez à une longueur de bâton à droite ou une longueur de bâton à gauche en demi-lune de vous trouver une place qui va être moins pire. Mais comme je vous dis, c'est interdit de niveler le sable. Autre règle de COVID qu'on avait en place l'année passée, qui n'était pas le fun, c'est si jamais le jeu est interrompu par la pluie, mais on avait mis comme règle que les joueurs devaient avoir leur automobile ou une automobile dans le stationnement. Parce que si jamais il y avait une interruption, parce qu'il y avait un orage électrique, en tout cas, peu importe, les chalets n'étaient pas accessibles. Je parle surtout en début de saison, puis le début de saison, évidemment, étant au mois d'août. Fait que tous les joueurs devaient nous assurer qu'il y avait une voiture ou leur voiture dans le stationnement. Évidemment, dans les tournois juniors, les enfants devaient absolument avoir au moins un parent présent dans le stationnement avec la voiture. Je ne suis pas sûr à 100% que ça a été respecté dans toutes les régions, mais à Golf Québec, ça a été très sévère. C'était une des raisons pourquoi on a réussi à ouvrir les terrains aussi, là, parce qu'on avait mis en place ces mesures-là. Si on n'avait pas mis ces mesures-là, probablement que M. Arruda et compagnie n'auraient pas permis l'ouverture des clubs de golf. Voilà. Ça termine la présentation. Là, est-ce qu'il faut que je bascule, Dominique? Oui, il faudrait rebasculer, oui, effectivement. Juste, Édouard, j'aurais une question que j'aimerais que tu répondes. J'ai répondu à quelques-unes, mais M. Tadé Destin, c'est Daniel qui a demandé, avec les nouvelles règles, concernant frapper son coup de départ dans le bois, puis il perd la balle. Est-ce qu'il est encore obligé de frapper une provisoire? Puis là, on en vient à la règle locale de placer la balle dans l'allée, etc. OK, c'est sûr et certain que si vous êtes sur le départ et que vous avez envoyé votre balle hors limite ou dans le bois, si sur le départ, vous décidez de jouer une provisoire, vous venez de perdre l'option de cette alternative-là. Parce que l'alternative est là, tout simplement parce que tu n'as pas joué de provisoire. Fait que si tu n'as pas joué de provisoire, tu arrives là, tu ne trouves pas ta balle, OK, tu vas jouer 4 sur le terrain. Mais si tu as frappé une provisoire, tu ne peux pas. Je vais juste essayer de revenir Avant, OK, c'est beau. Parfait. Ce que j'allais dire, Édouard, c'est sûr qu'actuellement, il est moins 25. On avait discuté ensemble s'il y avait un petit rallongement. C'est sûr que les gens peuvent nous écouter en différé. Donc, ceux qui ont à partir, je pense qu'il n'y a pas de souci pour ceux qui manqueraient les prochaines minutes. Mais il y avait aussi une diapo, je pense, au début, on voyait le ABC quand, puis vous avez dit, on y reviendra à la fin. C'était au début de la présentation. Dans le fond, Édouard, c'était les options de... Oui, c'est ça. J'essaie juste de revenir à mon... Je pense qu'il y a un courriel à fermer. C'est ce que je vois moi de l'écran. C'était dans le début, la numéro 11, je crois. Oui, c'est ça. Oui, allez. OK, juste un instant. J'essaie juste d'agrandir mon écran. En même temps, je me permets de demander ça, mais il y a peut-être d'autres questions qui voudraient être répondues. Là. C'était une suggestion, c'était à votre convenance. Là. OK. Rapidement, si on prend l'exemple que la balle est la partie du départ, le départ, on le voit, là, la balle est allée hors limite au point A.
Puis on avait l'exemple là, dans l'autre image où une balle est allée à gauche, mais on va y aller avec l'image de gauche. Rapidement pour vous dire que la balle, elle a traversé au point A. Il faut déterminer le point A est à quelle distance du drapeau. Mettons l'exemple, 130 verges. Là, on va s'en aller vers la gauche. On va se rendre jusqu'à l'allée coupé court, qui va être appelé le point B. À partir du moment qu'on a mis, mettons, un T au point B, mais on a le point B qui est exactement à la même distance du drapeau que le point A, soit 130 verges. Là, on peut laisser tomber la balle dans un énorme corridor qui a 2 longueurs de bâton plus vers la gauche à partir du point B. On a mis le point B là, qui était juste le début de l'allée. On met un T. On prend 2 longueurs de bâton dans l'allée. Puis ce que vous voyez au point C, c'est une surface. Toute la surface qui est, mettons, entre le point B, le point A, la ligne de hors limite, toute cette partie-là, vous pouvez laisser tomber une balle n'importe où à l'intérieur de cette zone-là. Évidemment, habituellement, ce que les personnes vont faire, c'est qu'ils vont laisser tomber une balle à 2 longueurs de bâton du point B. Là, ils ont un beau coup vers le vert, puis ils vont frapper 4. Fait que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que même si la balle, parce que la question va me venir, je suis certain, supposons que le point A se trouve être en arrière du vert. Tu sais, ça arrive des fois qu'il y a des hors-limites en arrière du vert. On a déterminé au point où la balle a traversé à la clôture en arrière du vert, puis on est, mettons, à 40 verges du drapeau. À ce moment-là, on va trouver quel endroit le plus près de la clôture à 40 verges du drapeau, mais dans le gazon coupé court. Fait que ça peut nous amener comme en avant du vert, mais à 40 verges du drapeau. Puis évidemment, là, on va avoir les 2 coups de pénalité. Fait qu'en gros, c'est ça. Pour le hors-limite, c'est relativement facile à comprendre. Ce qui est un petit peu plus difficile à appliquer, c'est la deuxième image pour une balle perdue. Il faut estimer pas à quelle place que la balle elle a entré, à quelle place que la balle est. C'est là que ça devient très élastique et c'est là que je sais par expérience que le gars qui frappe habituellement 200 verges va arriver là, puis il va dire « Hey, j'en ai frappé une bonne, là, je l'ai frappé au moins à 250 verges pour se rapprocher du vert. » Ça, c'est comme je vous dis, c'est plus difficile parce que c'est vraiment une approximation. Alors que dans la première image, c'est un peu plus facile de déterminer à peu près où la balle aurait traversé le hors-limite. Mais pour une balle perdue, il faut déterminer à peu près à quelle place qu'elle est perdue. Puis après ça, on détermine à quelle distance qu'on est du drapeau. Puis on s'en va dans l'allée à la même distance du drapeau. Fait qu'en gros, là, c'est à peu près ça, l'alternative coût et distance. La façon de l'appliquer. Moi, je trouve que c'est une belle option pour sauver du temps dans le jeu de tous les jours. Moi, personnellement, je l'aime aussi, cette règle-là, dans des compétitions de plus bas niveau, du moins par rapport à l'âge, tu sais, que ce soit les mosquitos, les pee-wee, ou en tout cas, peu importe les termes qui sont utilisés. Là. Je trouve que c'est pratique. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de joueurs, incluant des professionnels, qui n'aiment pas la balle provisoire, puis sont obligés de revenir sur le départ, puis cette règle locale-là n'est pas en vigueur. On perd du temps. Fait que moi, cette règle-là, je la trouve pas pire, parce que dans le fond, là, vous ne gagnez pas grand-chose. Là, parce que vous allez frapper 4 dans l'allée. C'est comme si votre balle provisoire s'était ramassée dans l'allée. Vous avez frappé 3 du tir, vous êtes dans l'allée, vous frappez 4. À ce moment-là, on fait juste sauver du temps, puis on met 4 dans l'allée. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est une règle qui est quand même pas trop pire lorsqu'elle est bien comprise. Puis c'est toujours le critère du gazon coupé court, comme dans l'exemple d'une balle qui sera en arrière du vert. À ce moment-là, il y a des chances qu'on se ramasse en avant du vert. Merci. Merci beaucoup. Alors, on était à 2 heures, presque moins quart. Alors, est-ce qu'il restait beaucoup de questions, Priscilla, ou...
Je crois que Jacques, merci beaucoup, il en a répondu à plusieurs en privé, merci. Sinon, il y en a quelques-unes sur Facebook aussi qu'on pourrait peut-être aller voir plus tard. Ou il y en a une particulière que je peux peut-être poser. C'est quelle est la règle en lien avec les outils GPS sur un terrain de golf? OK. La règle des GPS, c'est qu'en général, on peut utiliser à peu près n'importe quel GPS. Que ce soit sur un téléphone, que ce soit sur une tablette, que ce soit une montre ou que ce soit seulement un appareil GPS, il est possible d'utiliser un GPS n'importe quand. Il n'y a pas de restriction. Pour ce qui est de la lunette de vision pour voir à quelle distance on est du drapeau, en autant que le dispositif de dénivellation n'est pas en action, on peut utiliser aussi cet appareil-là. Parfait, merci. Puis on se fie à l'honnêteté du joueur. Il y en a qui vont me poser la question, ouais, mais vous faites quoi? Est-ce que vous allez voir le joueur puis vous regardez dans sa lunette? Le golfeur est supposé être une personne foncièrement honnête. Que nous, dans nos formations, on part avec l'idée que le golfeur est honnête. Il y a juste quelquefois des moments d'absence. Édouard, juste une autre question. J'ai répondu, là, si tu peux te préciser pour les gens. Le monsieur disait que dans l'exemple que tu as montré, la balle semblait jouable où est-ce qu'elle était. Là, j'ai expliqué qu'on supposait qu'elle était perdue ou hors limite. Évidemment, le point A, là, il trouvait que la balle était jouable. S'il trouve sa balle, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Ouais, je ne l'ai pas expliqué tantôt, là, mais supposons que le joueur trouve sa balle, puis il n'aime vraiment pas la position de sa balle, puis ça ne tente carrément pas parce qu'il est un peu paresseux de retourner sur le départ. Il ne peut pas utiliser cette option-là. L'option d'aller frapper 4 dans l'allée, c'est seulement et uniquement pour une balle perdue ou une balle hors limite, et non pour une balle injouable. Excellent. Et il renchérit en disant « Je pourrais la considérer perdue ». Alors, le golfeur est honnête. Oui, mais c'est ça. Nous, on se fie beaucoup à l'honnêteté des joueurs parce que je vous dirais que le joueur arrive à un endroit, puis effectivement, ça arrive, puis il dit non, non, c'est pas ma balle. C'est exactement les mêmes dessins de Mickey Mouse qu'il y a sur la balle, mais c'est pas la sienne. Je vous dirais que ça n'arrive pas bien. Le joueur, moi, je maintiens toujours que le joueur est foncièrement honnête là, quand le niveau des gageures est pas trop élevé. Mais évidemment, on en connaît tous un ou une à quelque part qui ont la moralité très élastique. Ça fait partie de la nature humaine. Il ne faudrait pas jouer avec un de nos voisins du Sud, là, que je nommerai pas, qui nous a quitté, qui a quitté un poste important il n'y a pas longtemps. Non, c'est ça. Et puis aussi, pour ceux qui sont encore là ou qui écoutent encore, au printemps, quand il n'y a pas trop de COVID, habituellement, je fais beaucoup de terrains de golf où je donne à peu près la même présentation que je viens de vous faire, mais personnalisée par rapport au terrain. Évidemment, là, avec la COVID, là, c'est assez embêtant. Ça, c'est le genre d'affaire, la même affaire, parce que mon collègue Jacques Sévigny en fait aussi dans la région de Montréal. Disons que c'est plus le fun d'être sur le terrain pour expliquer à quelle place mettre les piquets rouges que d'essayer de l'expliquer sur un écran d'ordinateur. Mais on espère que la COVID va être en arrière de nous au mois d'avril, en espérant que ce ne soit pas avril 2024. Puis beaucoup de clubs de golf auraient avantage à connaître un peu, parce que comme je parlais tantôt, ce qui est très important, puis malheureusement très négligé, ce sont les règles locales. Les clubs de golf n'ont à peu près pas de règles locales en place. Puis là, évidemment, il y a toujours quelqu'un qui connaît un petit peu plus les règles qu'un autre, puis ceux-là, il faut se méfier. Là. Fait que des fois, les personnes viennent avec des mauvaises interprétations, des mauvais marquages. On en voit de toutes les sortes. C'est quand même important que la base soit respectée. Puis évidemment, il y a toujours façon d'être élastique. Là. Je sais qu'il y a certains endroits qu'il y a des personnes plus âgées qui ont de la misère à frapper plus que 50 verges. Fait que s'il y a un lac de 60 verges entre la balle et le verre, mais c'est une façon, comme on parlait en tout début tantôt, là, de vider un sac de golf de nos vieilles balles. Là. Mais c'est pas le fun. Là. Fait qu'il y a toujours des aménagements à faire pour les gens, là, les gens qui jouent pour le plaisir.
les règles sont faites pour être adoucies, pour garder le plaisir et que ça avance aussi avec les gens qui suivent. C'est ça. Malheureusement, c'est ça. Mais malheureusement, en compétition, si, supposons, un joueur a décidé de ne pas rentrer sa balle dans le trou parce qu'il y a eu un moment d'absence ou toutes sortes de raisons, il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Puis aussi, je vais étirer l'élastique là, parce que la façon que ça fonctionne au Canada, supposons le championnat du club, il arrive un litige extrêmement important, puis que le capitaine est en grosse chicane avec le champion du club ou avec le vice-champion du club parce qu'une mauvaise interprétation des règles. Il y a toujours le comité des règles de Golf Québec ou le comité des règles de Golf Canada qui peut trancher une question lorsque tout est fait là, normalement. Mais, et il y a un gros mais, M-A-I-S majuscule, c'est que si la compétition n'a pas été jouée selon les règles, je donne un exemple, championnat du club, à notre club, pas de problème, on peut tasser la balle avec la tête de notre bâton, on joue en position améliorée, n'importe où, puis si jamais ton laille n'est pas trop beau, tu as le droit de la déplacer quand tu veux. Parce que la compétition n'a pas été jouée selon les règles, ni Golf Québec, ni Golf Canada va trancher un litige. Fait que c'est important à la base que la compétition soit jouée selon les règles, sinon on va tout simplement se désister de donner une réponse. Juste devoir repréciser l'exemple que tu as donné de la balle qui était jouée dans l'allée après avoir été perdue, la règle locale. OK? Si le joueur n'a pas joué de balle provisoire, son option, c'est de jouer dans l'allée, dans la partie coupéra, comme tu as mentionné, et il frappe 4. Exact. Là, le monsieur, il dit une balle hors limite, on recommence à 3, alors qu'une balle perdue, on recommence à 4. Je veux juste. OK, c'est toujours 4. C'est toujours 4 dans l'allée et 3 au départ. C'est ça. Fait que quand on frappe 3 au départ et qu'on envoie notre balle dans l'allée, nécessairement, le prochain coup va être 4. Fait que ça revient au même que si on était retourné sur le départ et qu'on avait envoyé notre balle dans l'allée. Contrairement à une rivière où à ce moment-là, on frapperait 3. T'sais, on a frappé un coup dans la rivière, on a un coup de pénalité pour la sortir de la rivière, puis là, on frapperait notre 3e coup. Fait que la différence entre une rivière, on frapperait 3, tandis que l'alternative coédistance, on frapperait notre 4e coup. C'est ça la nuance là, entre les deux. Puis, comme je vous dis, avec les nouvelles règles qu'on a aujourd'hui, c'est très intéressant parce que lorsqu'une forêt n'est pas entretenue, ça arrive sur certains terrains de golf que les tondeuses sont manque de gaz. À ce moment-là, ils ne coupent pas le gazon dans les boisés où il y a des roches, il y a toutes sortes de cochonneries dans un boisé. Moi, quand je débarque sur un terrain de même, puis j'ai un tournoi, il est très probable que je vais mettre des piquets rouges. Fait que le monsieur, il renchérit encore en disant, on va dire qu'il retourne au départ, mais il peut le retourner dans le bois. Oui. Ça arrive, ça, c'est ça. Fait que Oui. c'est pour ça que des fois, le score maximum, ça peut être quelque chose d'intéressant dans des clubs de golf ou dans des groupes, garde. Parce que je sais qu'à certains handicaps, on joue de moins un double, là, mais c'est ça. Mais il y a certains endroits où ça peut être une bonne chose, surtout des terrains qui sont assez étroits et assez boisés, là. Mettez les dons en place, le maximum, le double par, puis à ce moment-là, si le gars il s'entête et il est rendu à 22, à ce moment-là, il sera pénalisé pour jeu lent. À un moment donné, il faut arrêter de s'entêter aussi. Là. Mais l'alternative coédistance, elle a quand même beaucoup d'avantages quand les gens se mettent à y réfléchir là, et à bien les. Puis, comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement à être mis partout sur le terrain. Ça peut être un trou en particulier, ça peut être quelques trous en particulier, puis ça peut être pas du tout. Fait que ça dépend, là. Ça dépend de la facilité à trancher le débat aussi, là, parce que si c'est une patte de chien, ce qu'on appelle en français un dog's leg, vers la droite, puis que la personne, on met cette règle-là en place dans un dog's leg, ça peut poser des problèmes parce que je vous l'ai dit, là, un golfeur moyen qui frappe 200 verges, à ce moment-là, il va nous convaincre qu'il en a frappé une à 250. Parce qu'il ne sera pas à 130 verges du vert. Il est sûr, là, il a tellement bien frappé là, qu'il est maximum 50 verges du vert.
Fait qu'il va aller placer sa balle à 50 verges du verre. C'est pour ça qu'il faut choisir aussi la configuration des trous quand on met ça en vigueur. Alors, merci encore infiniment. Je pense je me dois de remercier évidemment Priscilla qui avait toute une liste de longues questions. Donc, je pense qu'elle avait tout un travail aujourd'hui. Mais Priscilla a passé le test. Oui, vraiment. Et en même temps, je constate que vous aviez aussi 2 collègues qui ont pu porter main forte. Alors, merci infiniment. Oui, merci beaucoup, Jacques et Michel. Parce que ça a permis en même temps d'avoir des réponses. Puis vous finissiez moins tard ce soir, M. Rivard, à répondre aux questions qui resteraient. Oui, puis en passant, Michel, c'est notre doyen. Lui se rappelle quand on laissait tomber la balle par-dessus l'épaule. Mais Jacques, juste pour, pas Jacques, mais Édouard, juste pour enchérir, moi, j'aime beaucoup la formule Stableford à l'occasion à mon club. À ce moment-là, ça empêche le gars de se décourager après un ou 2 trous. Je vous dirais que c'est la solution probablement la meilleure. Puis pour ceux qui ne savent pas juste c'est quoi, c'est quand on dit vous avez 2 points pour une normale, 1 point pour un boogie, puis 0 point pour un double. Fait que tu fasses un double, que tu fasses 22 sur un trou. Puis mieux que ça, c'est que nous, ce qu'on a décidé avec justement Jacques Sivigny, c'est qu'au Jeux du Québec, parce qu'il y a souvent des personnes qui viennent des régions qui ont beaucoup, beaucoup plus de difficultés que d'autres régions. Là. On a dit, c'est formule Stableford, tu pars ton 18 trous avec 18 points. Tu as au moins 1 point par trou, même si tu as fait 22 sur un trou. Fait qu'on donne, mettons, 1 point pour un triple, 2 points pour un double, 3 points pour un boogie, puis 4 points pour un par. Fait que tout le monde fait des points, tout le monde est content. Puis tout le monde ramasse leur balle quand ils sont rendus avec 1 point. Fait que, évidemment, la formule Stableford, elle est extraordinaire pour ça, puis devrait être utilisée pas mal plus souvent. Évidemment, sur la PGA, il y a quelques années, il y avait une formule Stableford, mais eux autres étaient plus ras parce que quand tu faisais un boogie, tu perdais des points. Tu ne faisais pas juste en faire, tu en perdais là, si tu t'étais en faire. Elle existe encore, la formule d'Édouard. Elle existe encore, c'est ça. Fait que les autres, ils perdent des points quand ils ont eu un mauvais trou. Mais dans nos clubs de golf, puis tout ça, là, cette formule-là, pour ceux qui sont plus catholiques que le pape, qui n'aiment pas le score maximum juste par principe, mais le Stableford, c'est une formule intéressante. Puis je dirais que la majorité des qualifications interclubs se font avec le Stableford. David, il vient de me faire la suggestion de la journée. Je lui donne mon prix. Alors, suggestion, on devrait donner des noms d'oiseaux pour les coups au-dessus de la normale. Alors, un trip buggy pourrait être une mouette. Parce qu'on dit un birdie, un eagle, un aigle, un albatros, en dessous de la normale. Mais au-dessus de la normale, on devrait, c'est excellent. On va y réfléchir. Oui, c'est bon. On va statuer là-dessus d'ici la fin de la semaine. Édouard, oui. Alors, oui. Excusez. Tantôt, j'ai demandé des détails sur le hors-limite. Ce n'était pas la définition d'hors-limite. C'est où poser les piquets hors-limite puis où ne pas les poser. C'est sûr que ça, c'est une grande question, mais je pourrais répondre en général. J'essaie d'éviter de mettre des piquets blancs dans une forêt. Parce que si on ne voit pas entre 2 piquets blancs, on ne peut pas faire de ligne entre les 2 piquets blancs. Fait que moi, j'ai toujours dit, si vous avez un terrain, vous avez du rough, vous avez une forêt, puis vous avez des maisons qui sont à 200 verges du terrain, puis que le terrain ne vous appartient pas, mettez quand même pas de piquets blancs. Fait que les piquets blancs sont mis à des endroits où on peut voir entre chacun des piquets blancs. Moi, des fois, je vais mettre des piquets blancs pour les stationnements ou bien les chalets. Des fois, ça deviendrait trop compliqué à gérer. Prends l'exemple à Beaconsfield, c'est Michel Bolduc qui est l'arbitre en chef à notre tournoi annuel à Beaconsfield. Puis on a des piquets blancs parce que si la balle elle va dans la rue, tu n'as pas le droit de la jouer dans la rue. Puis si elle va dans le stationnement, tu n'as pas le droit de la jouer dans le stationnement. Fait que ça, c'est des fois qu'on va mettre des piquets blancs. Pour ceux qui lisent mes articles sur Martial Lapointe, j'ai parlé de la PGA Tour la semaine passée. Exceptionnellement, ils ont décidé de mettre un trou hors limite. Ils ont mis des piquets blancs pour empêcher les joueurs de couper au 18. Fait que les piquets blancs, c'est d'une part parce qu'on ne veut pas que les personnes jouent si la balle elle se ramasse l'autre bord du piquet blanc.
Fait que dans le fond, là, la règle, pourquoi on met des piquets blancs, c'est ça, parce qu'on ne veut pas que quelqu'un joue la balle quand elle est l'autre bord. Puis évidemment, il faut être capable, physiquement une corde entre deux piquets blancs, être capable de voir si la balle est hors limite ou pas. Mais pour renchérir, Édouard, pour renchérir encore avec ce que la question est à poser tantôt de Marcel, c'est que si c'est trop compliqué d'installer ton hors-limite, avec les nouvelles règles de 2019, on pourrait le mettre une zone à pénalité. Exactement. J'ai un très bon inventaire de piquets rouges, puis on peut chez Rona ou chez n'importe où se trouver vraiment des beaux morceaux de bois qu'on peinture. Moi, j'entraîne toujours dans mon auto parce que par paresse intellectuelle, c'est tellement plus simple des fois de mettre des piquets rouges que de se casser la tête à mettre des piquets blancs. À peu près la seule situation qui est assurée, là, c'est lorsqu'on empiète sur des terrains de personnes qui ont des maisons qui longent un terrain de golf où on ne veut pas que les gens aillent jouer sur le terrain du monsieur ou dans les fleurs de la madame oui, c'est ça. Ou dans le jardin. Oui, puis j'ai un terrain, j'ai oublié de mémoire c'est quel terrain, mais j'arrive sur le terrain l'été passé, puis il y avait une forêt très dense. Puis il y avait des piquets blancs en plein milieu de la forêt. Fait que là, j'ai demandé au directeur général pourquoi il avait mis des piquets blancs. Ah, ils disent parce que ça appartient au gouvernement. Puis c'est pas sur notre terrain. Ça n'a aucun rapport. Comme Jacques qui vient de dire, on met des piquets blancs lorsqu'on veut s'assurer que si quelqu'un trouve sa balle à cet endroit-là, on ne veut pas qu'il la joue. Mais que le terrain appartienne à CEPAC ou que le terrain appartienne au club de golf, je ne mets pas de piquet blanc. Évidemment, s'il y a une belle pelouse très bien entretenue, comme l'an passé, j'avais un tournoi à Balmoral, puis il y avait un endroit où le gars avait une gigantesque maison avec un gazon, vraiment, probablement qu'il devait le couper au ciseau. Évidemment, on met des piquets blancs. Parce qu'on ne veut pas que la personne aille arracher le gazon là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Puis je veux renchérir parce que International 2000, il y a un trou tout le long à gauche qui est aux États-Unis. Là, en plus, tu as besoin d'un passeport. Fait que c'est plus compliqué. Oui, tu as besoin d'un passeport pour aller chercher ta balle. Fait que vraiment, là, c'est des endroits où on ne veut pas que les joueurs aillent. Même à l'International 2000, entre le 6-7, je ne me rappelle plus des deux trous, il y a un hors-limit à l'intérieur. C'est seulement lors du jeu du 6e trou, au 7e trou. Mais je sais que le senior américaine, je sais qu'ils sont forts avec eux autres de faire des zones à pénalité lorsqu'il y a des bois. J'ai vu ça il y a plusieurs années. Oui, c'est ce qu'on fait habituellement. J'en ai fait quelques tournois du tournoi senior, puis on ne se casse pas trop la tête avec les piquets blancs. Peut-être parce que la peinture blanche coûte plus cher que la peinture rouge, je ne sais pas, là, mais les piquets blancs, là, c'est vraiment... pour moi, c'est l'exception des piquets blancs. Moi, en tout cas, je veux terminer avec ça là. Edouard David, il demande piquet blanc, piquet rouge, la pénalité n'est pas la même. C'est sûr que si votre balle s'en va sur le terrain du monsieur avec son beau gazon à balle morale et que vous avez des piquets rouges, le joueur va avoir le droit de jouer. Tandis que des piquets blancs, il ne peut pas jouer. Ah, mais on pourrait toujours sauver ça. On pourrait mettre des piquets rouges, d'où le jeu n'est pas permis. Pour ceux qui demeurent, c'est ça, pour ceux qui demeurent à Québec, l'an passé, j'avais un tournoi, notre premier tournoi junior de la saison pendant la COVID. Notre premier tournoi, c'était à Mont-Tourbillon. Puis à Mont-Tourbillon, il y a certains endroits où, probablement, il y a du bois partout, puis on est en montagne. Puis il y avait justement certains endroits où il y avait une maison, puis il y avait du gazon, puis je ne voulais pas que les jeunes aient joué sur le gazon. Comme Michel vient de dire, j'ai effectivement quand même mis des piquets rouges, parce qu'il y avait des piquets rouges partout. Je n'étais pas pour mettre des piquets rouges partout, puis quelques piquets blancs. Là, ça aurait juste mêlé les jambes. Fait que j'ai mis des piquets rouges et j'ai écrit dans l'avis aux compétiteurs que l'endroit, mettons au trou numéro 2, les piquets rouges sont zone de jeu interdit. Fait que la personne a la même option, perd seulement un coup de pénalité pour sortir la balle de là, mais il n'a pas le droit de la jouer. C'est comme un arrangement floral. Là. Tu trouves ta balle dans un arrangement floral, tu n'as pas le droit de la jouer là-dedans.
on peut déterminer si c'est une zone à pénalité avec un coût ou bien pas de coût de pénalité. Mais dans le cas d'un gazon de même, qu'on veut quand même donner un break aux joueurs, on n'a pas toujours des piquets rouges avec des capes verts. Là. Souvent, les clubs de golf ont des piquets rouges avec des capes verts ou des piquets rouges avec des capes bleues. Quand on n'a pas ça, on fait juste écrire dans l'avis au compétiteur sur tel trou, si vous voyez des piquets rouges, c'est quand même juste un coup de pénalité, mais vous n'avez pas le droit de jouer la balle. Fait que là, la question, mais si le gars la joue pareil, mais il y aura 2 coups de pénalité. Fait que c'est une façon qu'on a. Là. Mais le marquage de terrain, Jacques et Michel qui font ça depuis la nuit des temps, plus un terrain est bien marqué, plus on va faciliter la tâche à tout le monde. Il faut que le joueur, quand il arrive à un endroit, que ce soit clair dans sa tête qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Fait que les ambiguïtés, c'est toujours un problème. Alors, ce que je vais peut-être demander à Priscilla, est-ce que les coordonnées de M. Rivard sont dans le chat, les coordonnées du départ pour répondre aux questions? Ils ne sont pas dans le chat présentement. Par contre, je pourrais remettre la page Facebook et j'irai l'écrire sur tous les commentaires de la publication, si ça vous va, Edouard, que je l'écrive sur les commentaires de la publication. Pas de problème. Sur Facebook. Pas de problème. Puis comme je vous dis à toutes les semaines sur Martial Lapointe, j'ai une chronique sur les règles qui est quand même assez lue par quand même beaucoup de personnes. Puis vous pouvez, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent à moi directement, même qui écrivent à Jacques ou à Michel, parce qu'ils veulent juste que ce soit une personne. Il y en a qui sont gênés de poser une question devant tout le monde pour passer pour... je veux dire, il n'y a pas de question niaiseuse. Puis malheureusement, il y a tellement de joueurs que je connais qui sont très bons, puis qui pensent connaître les règles, c'est souvent les pires. Là. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui pense connaître les règles, puis ouais, mais j'ai toujours fait ça. Mais tu étais chanceux que tu t'es pas fait pogner avant. Alors, je vous remercie infiniment, généreux. On me l'avait dit que j'étais généreux, mais là, je pense que les preuves sont faites. Alors, on est quand même à une demi-heure de plus que le temps que je vous avais suggéré. Puis, je pense qu'on pourrait être encore ici très longtemps. Puis, il y a des gens intéressés, des passionnés. On va avoir un tournoi de golf dont on va parler aussi vendredi, le CGC Tour, qui est nouveau à Québec cette année. Alors, je pense qu'on aura besoin d'excellentes personnes comme vous pour les mettre les règles sur le terrain. C'est déjà fait. C'est moi qui est l'arbitre en chef pour ce nouveau circuit-là. Alors, ça va être un franc succès. Alors, je remercie encore tout le monde de la participation active. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu réécrire un livre de toutes les questions et c'est ce qui fait que le jeu et la présentation est passionnante. On se revoit demain avec Sylvie Chetagne qui, elle, va nous mettre en forme pour la prochaine saison. Et on pourra, si on retourne, donc je comprends bien, Priscilla, on pourrait revoir en même temps il y avait du moins, Édouard, il y avait les recommandations pour avoir le résumé des règles, les règles plus exhaustives. Peut-être si on pouvait le mettre sur le Facebook de la clinique. Oui, c'est ça. Le document que j'avais envoyé là, il y a quelques semaines, et puis il peut être mis public. Là. Parfait. Alors, donc ça va être, c'est ce qui va être parvenu, ce qu'on va envoyer comme PDF aux participants par la suite. C'est bien ça? Oui. Parfait. Excellent. Alors, merci encore beaucoup. Je n'ai pas de mots. Et merci à tous et encore à vos 2 collègues pour les réponses additionnelles. Puis, je vous souhaite un reste de sommet extraordinaire. Il nous reste encore 4 autres journées. Puis, on va étudier avec attention les nouvelles règles, M. Rivard. Okay, bonjour à vous tous. Merci. Au revoir. À ce soir, Édouard. À bientôt.